Bonjour à tous et bienvenue aux participants, bienvenue au professeur Seibou Hassan Diallo. Nous allons aujourd'hui faire la présentation, le webinaire sur le thème épileptologie adulte, qui sera présenté par le professeur Seibou Hassan Diallo. Il est neurologue, maître de conférences agrégé des CAMES, chevalier de l'Ordre national, maître de conférences agrégé à l'Université des sciences, des techniques et technologies de Bamako. Il est maître de conférences agrégé à la faculté de médecine et odontostomatologie. Il est neurologue au service de neurologie du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. Et le professeur Diallo, nous vous donnons la parole. Et je rappelle aussi aux participants pour les questionnaires, prière d'utiliser notre questionnaire afin que nous puissions répondre. Merci. Merci, mon cher Sakadi. Merci pour cette énorme occasion qui nous est offerte. Permettez-moi de remercier, avant de commencer la présentation, de remercier la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie pour les efforts louables qu'ils ont entrepris depuis quelques années dans le cadre de la formation continue des neurologues. Et c'est dans ce cadre que cet après-midi, je suis chargé de vous parler de l'épilepsie, de l'épileptologie adulte. Alors, pour mieux présenter cette thématique, nous allons utiliser le plan de progression que voici, un chapitre de généralité suivi de celui des signes. Ensuite, nous aborderons le chapitre de diagnostic. Avant de conclure, nous avons abordé sommairement le traitement des épilepsies de l'adulte. Abordons le chapitre de généralité par lesquels nous allons commencer par la définition des concepts. D'abord, c'est quoi une crise d'épilepsie? La crise d'épilepsie, selon la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie en 2014, est une manifestation clinique paroxystique accompagnée ou non d'une perte de connaissance liée à une décharge massive et excessive et synchrone d'une population de neurones corticaux. Quant à l'épilepsie, selon la même ligue en 2014, l'épilepsie est une maladie du cerveau définie par l'une des conditions suivantes: au moins 2 crises non provoquées ou réflexes à plus de 2 ans d'intervalle, une crise non provoquée ou réflexe avec une probabilité d'emblée égale à celle observée après 2 crises non provoquées ou réflexes, au moins 60% et sur une période de 10 ans à venir après la première crise. Alors où le diagnostic d'épilepsie est posé d'emblée devant un syndrome épileptique. Le syndrome épileptique étant caractérisé par par la présence de crises particulières et qui ont la particularité à l'examen clinique et paraclinique de se rapporter d'emblée à un syndrome. Et puisque nous parlons de l'épilepsie chez l'adulte, il s'agit d'un sujet dont l'âge est supérieur ou égal à 18 ans. Parler de l'épilepsie revêt un intérêt multiple. L'intérêt est avant tout épidémiologique. Il s'agit d'une affection ubiquitaire et fréquente. Selon la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie, environ 50 millions de patients dans le monde en 2023 et parmi eux, 80% en Afrique. En Afrique liée
aux nouvelles conditions liées à la présence des pathologies tropicales et aux nouvelles habitudes de vie. On atteste plusieurs études réalisées en Afrique, notamment au Bénin par notre maître, le professeur Winato, où il a été retrouvé une prévalence à 7%, et au Mali, en 2002, les études réalisées par le professeur Meiga ont montré une prévalence entre 2 à 3 pour 1000 en milieu rural. L'intérêt est aussi diagnostique. Il s'agit d'un polymorphisme clinique qui se déroule le plus souvent pas en présence du personnel soignant. Les crises sont le plus souvent rapportées par les malades. Rarement, les crises se déroulent devant le personnel soignant. Et actuellement, avec l'avènement des smartphones, nous pensons que c'est une belle opportunité pour que les communautés soient sensibilisées afin que les crises d'épilepsie soient enregistrées afin de pouvoir les partager avec les praticiens pendant la consultation des malades vivant avec l'épilepsie. L'intérêt est aussi étiologique. Dans notre contexte africain, les étiologies les plus nombreuses restent les étiologies infectieuses et en chef la neurocysticercose qui constitue la première cause de crise d'épilepsie en milieu tropical, telle rapportée par Milogo et collaborateurs. Et les autres causes structurelles sont réparties entre les causes vasculaires, avec le changement des modes de vie et la présence des facteurs de risque vasculaire. C'est ainsi qu'au Congo-Brazza, Usungie a montré 31% d'épilepsie vasculaire, et au Mali, en 2018, Meiga et collaborateurs ont retrouvé 36% d'épilepsie vasculaire chez les patients ayant consulté pour des crises d'épilepsie. L'intérêt est aussi thérapeutique, dans la mesure où il existe un traitement efficace, un traitement codifié, cependant avec des difficultés d'accessibilité à la fois financières et géographiques en Afrique. L'intérêt est enfin pronostique, car il a été prouvé que la mortalité est à 2 à 3 fois plus élevée que dans la population générale, avec un impact socio-économique assez lourd et des risques de stigmatisation. Pour une meilleure compréhension de l'épilepsie, faisons de rappel dans notre troisième sous-chapitre, physiopathologie. La physiopathologie de l'épilepsie va passer par la connaissance des connaissances fondamentales sur la physiologie nerveuse et l'unité fonctionnelle du cerveau étant le neurone. Il existe environ 10 milliards de neurones et nous voyons ici un neurone avec ses différentes parties, le corps cellulaire, les dendrites, l'axone, le revêtement à travers la gaine de Schwann et les ramifications terminales. Et aussi les cellules de soutien des neurones qu'on appelle les cellules gliales qui constituent le tissu nourricier des neurones qui sont 10 à 5 fois plus nombreux que les neurones. L'une des propriétés fondamentales du neurone, c'est son pouvoir excitable. Et cette excitabilité membranaire répond à un certain nombre de conditions, notamment un potentiel de repos
qui stabilise le neurone et qui est caractérisé par la présence, on voit ici, des ions positifs à l'extérieur de la membrane et des ions négatifs à l'intérieur des membranes. Ce potentiel de repos, une fois dépassé, atteint un seuil, il provoque un influx nerveux qui va entraîner une dépolarisation. Et cette dépolarisation va se manifester par l'entrée massive des ions chargés positivement à l'intérieur et les ions qui étaient chargés négativement, qui étaient à l'intérieur, vont sortir à l'extérieur de la membrane. Cette capacité d'excitation neuronale est sous la dépendance de deux systèmes, l'excitation extrinsèque et l'excitation intrinsèque. L'excitation extrinsèque est sous la dépendance des canaux ioniques voltage dépendants. Il s'agit essentiellement des canons, l'excitation intrinsèque plutôt, des canons chlore, des canons sodium, des canons calcium. Et il existe une excitabilité extrinsèque qui ne dépend pas des canons ioniques voltage dépendants, mais qui dépend des récepteurs situés sur la membrane synaptique. Pour leur excitation, ils ont besoin des neurotransmetteurs, notamment le glutamate et l'acide GABA-aminobutyrique. Nous rappelons que le glutamate est un neuromédiateur excitateur et le GABA est un neuromédiateur inhibiteur. Dans les conditions normales, après excitation d'un nerf, il revient à la condition de départ, c'est-à-dire il se repose et l'influx nerveux est transmis aux neurones suivants. Dans les conditions pathologiques, après l'excitation et la création d'un potentiel d'action, l'excitation du neurone le plus proche va aussi entraîner un potentiel d'action alors que le premier neurone reste encore sous l'influence de la première excitation. Et ce sont ces conditions qui vont favoriser la survenue des crises d'épilepsie. Au total, l'excitation neuronale dépend des facteurs neurobiologiques. Et pour qu'il y ait des crises d'épilepsie, il faut qu'il y ait un déséquilibre entre ces systèmes neurobiologiques à travers l'excitation intrinsèque membranaire, canaux ioniques, voltage dépendant et l'excitation extrinsèque, canaux ioniques, ligands dépendants qui sont sous la dépendance du glutamate et du GABA. Ce déséquilibre se fait le plus souvent à la faveur du système excitateur et ceci va entraîner une hyperexcitabilité et une hypersynchronie à la base des décharges épileptiques qui sont enregistrées sous forme de grapho-éléments à l'enregistrement électroencéphalographique et dont la manifestation clinique constitue la crise d'épilepsie. Il faut reconnaître que certains facteurs favorisent l'excitabilité neuronale. Ces facteurs sont entre autres le manque de sommeil, l'hyperventilation, la stimulation lumineuse intermittente, l'alcool et les psychotropes. Quand cette excitation intéresse l'ensemble des systèmes du cortex cérébral généralisé et quand l'excitation intéresse une partie
du système du cortex cérébral, il va entraîner des crises focales. Pour mieux comprendre ces modifications ces modifications neurobiologiques, conséquences de la décharge neuronale, méritent d'être classées et nous abordons la classification des crises d'épilepsie dans notre 4e sous-chapitre. Plusieurs essais de classification ont été faits en 81 et 89, 2000 et la dernière classification remonte en 2007. Cette classification des épilepsies répond à 3 niveaux. Le premier niveau classe les crises d'épilepsie et nous voyons ici classe les types de crises en crises à débit focal, les crises à débit généralisé et les crises à débit inconnu. Ces crises décrites vont permettre de typer l'épilepsie en épilepsie focale, en épilepsie généralisée ou alors en combinaison de crises généralisées et de crises focales et parfois en épilepsie inconnue qu'on ne parvient pas à classer. Le 3e niveau, c'est celui du syndrome épileptique et qu'on avait vu tout à l'heure, que certaines épilepsies, du fait de leurs caractéristiques particulières, de la caractéristique particulière des crises qu'ils présentent, et de l'examen clinique et paraclinique, se rapportent d'emblée à des variétés d'épilepsie. Les épilepsies ont des manifestations cliniques que nous allons aborder dans notre 2e chapitre, signes. Dans ce chapitre, nous allons prendre un type de description, à savoir l'épilepsie généralisée tonico-clonique ou anciennement appelée grand mal, car il s'agit de la forme d'épilepsie la plus fréquente et la plus riche en sémiologie. Les circonstances de découverte, il s'agit le plus souvent d'un patient qui consulte pour des convulsions ou est ramené par son entourage pour une perte de connaissance. L'interrogatoire va préciser la description des 3 phases de l'épilepsie généralisée tonico-clonique, à savoir une phase tonique qui se manifeste d'abord par un cri, suivi d'une perte de connaissance brusque avec chute puis contracture soutenue des 4 membres en hyperextension et rotation interne avec révulsion oculaire, une apnée. Apnée veut dire un arrêt de la respiration dont la durée est inférieure à 1 minute. Ensuite, s'ensuit la phase clonique qui est la survenue de secousses rythmiques des 4 membres dont la durée aussi est inférieure à 1 minute. Enfin, la phase résolutive. Pendant cette phase, les secousses décrites dans les premières phases s'arrêtent. Il y a une reprise de la respiration, mais qui devient une respiration stertoreuse, accompagnée d'une hypersécrétion bronchique et salivaire, et une reprise progressive de la conscience. Il s'ensuit le plus souvent une confusion transitoire. Pendant cette phase, l'examen physique est le plus souvent pauvre, peut cependant retrouver
des troubles cognitifs mineurs, notamment un syndrome confusionnel fait d'une désorientation temporospatiale, une morsure du bord latéral de la langue ou parfois un déficit transitoire dite paralysie de Todd. Et quelquefois, on peut avoir des lésions traumatiques qui sont la conséquence des phases, des deux phases, soit la phase clonique ou la phase tonique, ou la chute engendrée par les phases de la crise tonico-clonique. Les signes paracliniques, ils sont enregistrés le plus souvent sur un EEG standard. L'EEG, sa valeur n'est pas absolue car il peut être normal ou faussement positif. On va s'intéresser sur la qualité du tracé, le caractère généralisé des anomalies éventuelles, l'existence d'anomalies épileptiques spécifiques, c'est-à-dire les point on ou les polypoint on, ou alors des anomalies non spécifiques des ondes lentes rythmiques. Si l'EEG standard est normal, dans la mesure où on peut réaliser une vidéo EEG, son apport va être capital dans le diagnostic des crises d'épilepsie. Nous voyons ici sur cet enregistrement électroencéphalographique les manifestations paracliniques d'une crise tonico-clonique généralisée qui se manifeste à travers une bouffée de pointe onde généralisée sur le scalp. Sur le plan paraclinique, en dehors de l'EEG, puisqu'il s'agit de l'épilepsie de l'adulte, la réalisation d'une imagerie du système nerveux central revêt une importance capitale. Cette imagerie peut être le plus souvent normale. S'il est anormal, il montre le plus souvent des anomalies corticales. L'épilepsie tonico-clonique généralisée nécessite une surveillance et cette surveillance est clinique et paraclinique puisque cette forme peut évoluer vers des complications et l'une des complications, c'est l'état de mal épileptique qui est défini selon la durée de la crise d'épilepsie et il nous permettra d'initier rapidement un traitement car il s'agit d'une urgence thérapeutique. Pour les crises tonico-cloniques généralisées, puisque c'est eux qui ont été prises comme type de description, il s'agit de crises qui se répètent pendant plus de 5 minutes, accompagnées d'une perte durable de la conscience. L'épilepsie généralisée peut aussi se compliquer de troubles cognitifs ou de traumatismes crânio-encéphaliques ou parfois de fractures de membres. Et enfin, elle peut se compliquer de mort subite, justifiant l'intérêt que nous avons vu à l'introduction en disant que dans la population générale, le risque de mort subite est beaucoup plus élevé chez les épileptiques que par rapport à la population générale. À côté de cette forme classique connue de tout le monde, il existe d'autres formes de crise d'épilepsie que nous allons voir dans notre deuxième sous-chapitre, forme clinique.
Ces formes sont des crises généralisées motrices. Il peut s'agir de crises toniques. Les crises toniques étant définies comme des contractures soutenues d'un segment de membre. Il peut s'agir de crises cloniques. Les crises cloniques sont constituées par des secousses musculaires. Il peut s'agir de crises myocloniques, qui sont des secousses musculaires simultanées des muscles agonistes et antagonistes provoquant des secousses violentes, brèves, bilatérales, sans trouble de la conscience. On peut avoir des crises atoniques qui se manifestent par un effacement du tonus. On peut avoir une association des crises myocloniques et des crises atoniques. Et toujours dans les épilepsies généralisées motrices, on peut avoir des spasmes qui sont des contractures des segments des membres. Contractures généralisées des segments de membres. Il existe aussi des épilepsies à crise généralisée non motrice. Ces épilepsies sont dominées par les absences. Il peut y avoir des absences typiques ou des absences atypiques ou des absences myocloniques ou enfin des absences avec myoclonie palpébrale. Toujours dans les formes cliniques des épilepsies, on peut avoir des épilepsies à crise focale motrice. Ce sont des épilepsies à crise atonique, à crise tonique, à crise clonique, myoclonique ou associées à des automatismes. Il existe aussi des crises, des épilepsies à crise focale non motrice qui se manifestent essentiellement par un arrêt du comportement, des troubles dysautonomiques, notamment des accès de tachycardie ou de poussée hypertensive, des crises cognitives, émotionnelles ou sensorielles. Les signes ainsi décrits, voyons dans notre troisième chapitre le diagnostic des épilepsies, le diagnostic d'abord positif. Le diagnostic positif des épilepsies est évoqué à l'interrogatoire. L'interrogatoire va préciser avec le patient ou à l'aide de témoins les caractéristiques de la définition, à savoir 2 crises d'épilepsie spontanée ou réflexes brèves, paroxystiques stéréotypées, récurrentes de plus de 24 heures, ou une crise d'épilepsie avec la probabilité de récurrence. Cette probabilité est caractérisée par un examen neurologique anormal et la présence d'un trouble cognitif et des anomalies persistantes à l'électroencéphalogramme. Ou alors à l'imagerie cérébrale, qu'il soit une tomodensitométrie cérébrale ou une imagerie par résonance magnétique, la mise en évidence d'une lésion corticale et aussi le contexte socio-professionnel peut aider dans le diagnostic positif d'une crise d'épilepsie. Les épilepsies nécessitent une confirmation à travers l'électroencéphalogramme dont on disait tout à l'heure que sa normalité n'exclut pas la possibilité d'une crise d'épilepsie. Qu'est-ce qui peut prêter à confusion avec une épilepsie? Nous allons le voir dans notre troisième sous-chapitre, diagnostic différentiel. Devant une crise d'épilepsie généralisée,
ou du moins une crise d'épilepsie généralisée peut prêter à confusion avec un syncope. Le syncope a un caractère urgent car son origine est le plus souvent cardiaque, elle est brève et le plus souvent, il n'y a pas de morsure latérale du bord de la langue. Une crise d'épilepsie généralisée peut prêter à confusion avec les convulsions non épileptiques qui sont caractérisées par leur théâtralisme et leur durée qui excède le plus souvent 5 minutes. Une crise d'épilepsie généralisée peut prêter à confusion avec une hypoglycémie. Les arguments qui seront en faveur d'une hypoglycémie seront le contexte. Il s'agit le plus souvent d'un diabétique qui est connu ou non, d'un diabète sucré et qui a fait un écart de régime à travers un jeûne prolongé ou une modification de la dose d'insuline qui s'est fait administrer. Une crise d'épilepsie focale peut prêter à confusion avec un accident ischémique transitoire. En faveur d'un accident ischémique transitoire, c'est la présence des facteurs de risque cardiovasculaire. Ces facteurs sont l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, entre autres. La présence d'un déficit neurologique focal qui le plus souvent régresse en moins d'une heure de temps et la normalité de l'imagerie cérébrale. Une crise d'épilepsie peut prêter à confusion avec une migraine avec aura. La caractéristique de la migraine avec aura, c'est que la marche migraineuse est beaucoup plus longue que la crise d'épilepsie et l'aura précède la céphalée migraineuse. Une crise d'épilepsie focale peut prêter à confusion avec des dystonies paroxystiques. Et là, le contexte de survenue et la normalité de l'EEG peuvent orienter vers ce diagnostic. Ce qui peut prêter à confusion avec une épilepsie chez un adulte étant éliminé, abordons maintenant le diagnostic étiologique des épilepsies dans notre troisième sous-chapitre. L'étiologie des épilepsies est posée à travers une enquête, une triple enquête. L'enquête est surtout anamnestique. Elle va déterminer le type et la fréquence des crises, les signes associés. Elle va déterminer les antécédents du patient, les antécédents périnataux, les antécédents d'épilepsie à l'enfance, les antécédents de méningite ou de méningoencéphalite, les antécédents de traumatisme crânien. L'interrogatoire va aussi rechercher les habitudes et les modes de vie du patient, à savoir la notion d'alcoolisme chronique, de prise de drogue, de néoplasie connue, de consommation de viande de porc mal cuite, de rapports sexuels à risque, et aussi l'interrogatoire permet de rechercher la présence des facteurs de risque cardiovasculaire, notamment une hypertension artérielle, une dyslipidémie, un diabète, entre autres. L'enquête est aussi clinique à travers un examen minutieux à la recherche de troubles neurocognitifs, à la recherche d'un déficit neurologique focal
et à la recherche de troubles cutanés. Et cette enquête est parachevée par les examens paracliniques, une numération formule sanguine à la recherche d'une macrocytose ou d'une hyperéosinophilie, le dosage des gamma-GT, de la vitamine B12, de la vitamine B9, des sérologies HIV, des sérologies des herpès virus, la recherche des auto-anticorps selon les circonstances, la réalisation d'électroencéphalogrammes ou de vidéoélectroencéphalogrammes, la réalisation d'imageries cérébrales qui peuvent être soit une tomodensitométrie cérébrale ou une imagerie par résonance magnétique encéphalique ou un scanner thoraco-abdominopelvien. Cette triple enquête va nous permettre de classer les étiologies des épilepsies de l'adulte en cause acquise lésionnelle. Les épilepsies lésionnelles sont suspectées le plus souvent devant la clinique et confirmées à l'imagerie cérébrale. La première des causes d'épilepsie de l'adulte en milieu tropical reste les causes infectieuses dont le chef de file est dominé par la neurocysticercose, tel que rapporté par Milogo et collaborateurs et Meiga et collaborateurs. La neurocysticercose est une affection parasitaire transmise par la consommation de viande de porc mal cuite. La deuxième, ou la viande de porc mal cuite, ou alors la présence du périfécal, puisqu'il a été démontré chez des sujets non consommateurs de viande de porc, la présence de neurocysticercose ayant occasionné des crises d'épilepsie. Et c'est l'étude que Meiga et collaborateurs ont rapportée en 2008. La deuxième cause reste le neuropaludisme. Elle a constitué à Bamako, dans une cohorte des épileptiques ayant consulté aux urgences 19,6%. Il s'agit le plus souvent de sujets neufs et issus des zones où le paludisme n'est pas endémique. La troisième, c'est l'encéphalite à VIH, qui certes de plus en plus avec l'avènement des antirétroviraux et c'est fait de plus en plus rare. La méningoencéphalite herpétique constitue une des causes fréquentes d'épilepsie en milieu tropical. Le diagnostic d'une méningoencéphalite herpétique est évoqué devant un syndrome infectieux, des crises d'épilepsie, et l'imagerie cérébrale va montrer une atteinte du pôle interne du lobe temporal et l'électroencéphalogramme va montrer des complexes pseudo-périodiques à périodicité courte. Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique et le traitement se fait par l'aciclovir en raison de 10 mg kg toutes les 8 heures sur 14 jours. L'autre cause infectieuse de l'épilepsie adulte, ce sont les abcès cérébraux. Ces abcès peuvent survenir chez un sujet sain avec la notion de porte d'entrée. Ces portes d'entrée peuvent être cutanées, ORL ou bicodentaires, ou ces abcès peuvent survenir chez des sujets immunodéprimés à l'infection à VIH. Et pour les sujets immunodéprimés à l'infection à VIH,
La première cause d'abcès cérébral, c'est la toxoplasmose cérébrale qui va réaliser sur le plan clinique une triade de Bergman faite d'un syndrome infectieux, d'un déficit focal et des crises d'épilepsie. L'imagerie cérébrale et le contexte épidémiologique sont suffisamment évocateurs et orientent vers le diagnostic de certitude. Et le traitement s'est fait par le cotrimoxazole à dose forte. Parmi les causes acquises d'épilepsie lésionnelle, ce sont les accidents vasculaires cérébraux. En Afrique, du fait du nouveau mode de vie, la présence de cette pathologie est de plus en plus importante. Ainsi rapporté par Mega et collaborateurs en 2018, où les accidents vasculaires cérébraux ont constitué 36% de causes d'épilepsie, et Osungie au Congo a montré que les accidents vasculaires cérébraux, toutes causes confondues, ont constitué 31% des causes d'épilepsie. Ces AVC peuvent être des accidents ischémiques constitués ou des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, artériels ou hémorragiques veineux. Mais aussi les malformations vasculaires, en premier les angiomes et les cavernomes. Nous rappelons que les anévrismes ne sont pas le plus souvent cause d'épilepsie symptomatique. Nous voyons sur cette coupe axiale d'un scanner cérébral une hypodensité à droite, une hypodensité triangulaire à sommet pointu et à base élargie qui respecte le territoire de l'artère cérébrale moyenne superficielle. Et à gauche, nous voyons sur toujours une coupe axiale une hyperdensité spontanée du noyau lenticulaire. Cette hyperdensité est entourée d'une zone hypodense traduisant un hématome intraparenchymateux. Parmi les causes acquises lésionnelles, il existe des causes post-traumatiques. Le traumatisme peut être cause de crise d'épilepsie en phase aiguë et en phase tardive. En phase aiguë, au décours d'un traumatisme, il faudra surtout éliminer les hématomes, qui soient des hématomes sous-duraux ou des hématomes extraduraux. Et seul le deuxième groupe, à savoir les crises tardives après la deuxième semaine, constitue réellement une épilepsie maladie, puisque les autres sont plus des épilepsies circonstancielles en rapport avec le traumatisme immédiat. Toujours parmi les causes acquises d'épilepsie lésionnelle, il y a les causes tumorales. Les tumeurs représentent 10 à 15% des épilepsies de l'adulte. Ils sont essentiellement répartis entre les astrocytomes de bas grade, les oligodendrogliomes, les méningiomes, les glioblastomes ou les métastases cérébrales. Parmi les causes acquises d'épilepsie lésionnelle, il existe les anomalies du développement cortical. Il est à signaler que ces anomalies sont mieux connues depuis l'avènement de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Il se manifeste essentiellement par des retards mentaux, des signes neurologiques diffus ou focaux avec des antécédents familiaux. Le type de la malformation, leur point commun est de correspondre à une erreur de la gyration neuronale entraînant une dysplasie corticale, responsable de neurones anormaux
avec ou non réaction gliale et réalisant soit des hétérotopies, une lysencéphalie ou une pachygyrie, entre autres. Nous voyons ici un exemple de lysencéphalie sur cette coupe coronale et cette coupe axiale d'IRM sur la coupe coronale, c'est une séquence T1 et sur cette coupe axiale, c'est une séquence T2. Et nous voyons bien la lysencéphalie du parenchyme du cortex cérébral. Parmi toujours les causes acquises lésionnelles, il existe les syndromes chirurgicaux. Et ces syndromes chirurgicaux sont dominés par la sclérose tempéromésiale que nous voyons ici sur une coupe coronale d'une IRM séquence T1. Nous voyons à gauche une atrophie hippocampique et qui se manifeste par une raréfaction de digitation périphérique. En plus de cette sclérose temporomésiale va être source d'épilepsie temporale. En plus de la sclérose latérale, de la sclérose temporomésiale, il existe le syndrome hémiplégie, hémiconvulsion, épilepsie et lymphacomatose. Parmi les phacomatoses, la sclérose tubereuse de Bourneville et d'autres malformations, notamment les amartomes hypothalamiques qui vont se manifester par des crises gélastiques. Les crises élastiques, il s'agit d'une succession de rires qui va survenir de façon stéréotypée et stéréotypée. Parmi les causes acquises non lésionnelles, nous avons les causes toxiques. Et ces causes sont nombreuses et elles sont dominées par l'alcool éthylique. L'alcool représente le produit le plus fréquent. Deux situations peuvent se présenter, soit une prise excessive et inhabituelle d'une grande quantité d'alcool réalisant l'ivresse convulsivante, qui n'est pas une maladie épileptique, soit le sévrage absolu ou relatif qui va entraîner des crises d'épilepsie. Les autres produits toxiques, notamment la cocaïne, les amphétamines, l'intoxication par le plomb, le manganèse et les organophosphérés sont aussi décrits comme cause d'épilepsie. Parmi les causes acquises non lésionnelles, il y a les causes médicamenteuses. Parmi les causes médicamenteuses, c'est essentiellement les psychotropes qui représentent les produits les plus fréquemment utilisés. Ils peuvent déclencher des crises épileptiques par imprégnation chronique. C'est surtout les dérivés imipraminiques, la fluoxétine, ou par surdosage tels que la prise de lithium et des autres antidépresseurs, ou alors à la suite d'un sévrage, notamment les benzodiazépines et les barbituriques. Les causes toxiques et médicamenteuses sont plutôt responsables des crises symptomatiques aiguës que d'épilepsie maladie. Parmi les causes acquises non lésionnelles, il y a les causes métaboliques. Et parmi les causes métaboliques, c'est l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, l'hypocalcémie, l'hypercalcémie, l'hyponatrémie, l'insuffisance rénale chronique. Il faut insister dans la mesure où, dans un milieu africain, il existe encore l'automédication et l'automédication est un facteur dans la survenue de l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance hépatique avancée et aussi, on peut avoir aussi les aminoacidopathies et les déficits cérébraux en folate.
Parmi les causes, il existe des causes auto-immunes. Parmi les causes auto-immunes, il y a les auto-anticorps anti-NMDA. Ils réalisent des épilepsies généralisées ou focales qui se manifestent, qui sont accompagnées par des dyskinésies bucco-faciales ou de la distalité des membres, parfois une dystonie. Les troubles psychiatriques peuvent alors laisser la place à des signes plus franchement cognitifs comme l'amnésie antérograde et le syndrome frontal dysexécutif. Les états de mal épileptique sont aussi possibles à ce stade. L'IRM cérébral, nous voyons ici sur des coupes axiales, va montrer des hypersignaux temporels internes dans seulement un tiers des cas, et l'électroencéphalogramme, s'il est réalisé, va montrer des extrêmes delta bursts, notamment dans les formes sévères. Le tracé peut aussi être simplement ralenti ou désorganisé. Le diagnostic se fera à la ponction lombaire qui va mettre en évidence une lymphocytose dans 2 tiers des cas, et le diagnostic est retenu sur la possibilité des anticorps anti-NMDA dans le liquide cérébrospinal. Parmi les causes auto-immunes, il existe les anticorps antirécepteurs au GABA B qui peuvent réaliser des crises épileptiques, des troubles du comportement et de la personnalité, et le diagnostic sera posé par la présence d'anticorps sériques antirécepteurs GABA dans le sang. Toujours parmi les causes auto-immunes, il y a les anticorps anti-LGE1, leucine rich glioma inactivité 1. L'âge moyen de ces épilepsies se situe entre 60 et 65 ans avec une prédominance féminine. Les symptômes s'installent habituellement en plusieurs semaines. L'évolution peut être progressive sur plusieurs mois, accompagnée de troubles cognitifs, des troubles du comportement, les troubles mnésiques portant surtout la mémoire antérograde et un syndrome dysexécutif. Les crises d'épilepsie sont le plus souvent des crises d'épilepsie focale, temporale interne, accompagnées de crises dystoniques bucco-faciales. Ces symptômes sont pathognomoniques, à savoir des crises d'épilepsie interne avec des crises dystoniques brachiofaciales sont pathognomoniques des épilepsies auto-immunes à anticorps anti-LGI1. Plusieurs dizaines ou centaines d'épisodes de crise peuvent être enregistrés par jour. Ces crises peuvent être unilatérales ou bilatérales ou à bascule et persistent pendant le sommeil. Les troubles du comportement en sommeil paradoxal et une insomnie peuvent accompagner le tableau, et à l'ionogramme, il existe une hyponatrémie en rapport avec une sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques. Le diagnostic repose sur la mise en évidence des anticorps anti-LGI1 qui doivent être recherchés à la fois dans le liquide cérébrospinal et dans le sérum. Toujours parmi les épilepsies auto-immunes, il y a les anticorps anti-Casper2. Le mode d'installation de ces troubles épileptiques est le plus souvent progressif. Il s'agit d'une épilepsie temporale associée à une ataxie cérébelleuse, parfois des crises paroxystiques, des troubles mnésiques et un syndrome dysexécutif survenant dans un contexte d'altération de l'état général. Il s'associe des troubles de l'humeur et du sommeil, des douleurs neurogènes, installations séquentielles et non tous pas présents au début. Dans le LCS, qui est le plus souvent anormal, on a une pliocytose associée à des bandes oligoclonales. L'IRM cérébral va révéler des hypersignaux au niveau temporal interne.
Toujours dans les causes auto-immunes, il y a les vascularites, la périartérite noueuse, les granulomatoses de Wegener, les angéites de Surge et la polyarthrite rhumatoïde qui vont survenir dans un contexte de polyarthralgie et qui vont répondre à des critères particuliers rentrant dans la classification de ces vascularites. On peut avoir aussi les connectivites, notamment les lipides, lipis érythrémateux disséminés qui va se manifester par des lésions cutanées et des crises d'épilepsie et le dosage spécifique des anticorps anti-CCP va être positif. On peut aussi avoir un neurobécète. Le neurobécète est une maladie inflammatoire qui se manifeste par une aphthose bipolaire, à savoir une aphthose buccale, une aphthose génitale et parfois une ivrite. Ou alors dans le cadre d'un neurosarcoïdose ou d'un syndrome de Sjögren. Comme autre cause d'épilepsie de l'adulte, ce sont les causes génétiques. Évidemment que les causes génétiques représentent surtout l'apanage de l'épilepsie de l'enfance, mais elles peuvent être aussi être des révélations tardives. Les caractéristiques de ces épilepsies d'origine génétique sont la survenue qui est liée à l'âge, le développement et un examen clinique normal, des anomalies EEG paroxystiques sur un rythme de fond normal et une prédisposition génétique réelle ou présumée, et le plus souvent le pronostic de ces épilepsies à révélation tardive, le pronostic est le plus souvent favorable. Comme autre cause d'épilepsie, ce sont les causes mitochondriales, le mélasme, mitochondrial encéphalopathie lactique acidosis with stroke-like épisodique, ou les MRF, myoclonus épilepsie with rigid red fibers. Il existe aussi des causes dégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer, la trisomie 21, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, les stéroïdes et les lipofuscines, qu'ils surviennent à l'âge jeune ou à l'âge adulte, la maladie à corps de la fora et les atrophies dento-ribro-palido-lusiennes. Le diagnostic étiologique des épilepsies. Ainsi fait, traitons les épilepsies dans notre 4e chapitre, le traitement. Le traitement est curatif. Le traitement peut être curatif et le but du traitement, c'est d'arrêter les crises d'épilepsie, améliorer la qualité de vie des patients, prévenir les récurrences et surtout traiter la cause. Les moyens, les mesures générales, il peut s'agir d'une hospitalisation ou d'un traitement en ambulatoire. L'éducation thérapeutique et la psychothérapie. Les moyens médicamenteux, c'est essentiellement les benzodiazépines, le diazépam ou le clobazam en urgence ou les antiépileptiques majeurs, le phénobarbital, la phénitoïne, la carbamazépine et l'acide valproïque. Les moyens peuvent être chirurgicaux. Les moyens chirurgicaux, la chirurgie peut être sélective, à savoir résection d'un foyer épileptogène, par exemple une dysplasie corticale. On fera en ce moment une lobectomie temporale. Le traitement peut être aussi non sélectif, à savoir une chalazotomie ou une radiochirurgie, une thermorégulation dans le cas des épilepsies réfractaires au traitement. Le traitement peut être aussi physique à travers la stimulation du nerf vague ou le régime cétogène. Quelles sont les indications du traitement? Le traitement de la cause s'impose devant toute épilepsie symptomatique. Devant une crise d'épilepsie, les benzodiazépines sont préconisées à l'hôpital. Les médicaments antiépileptiques prennent le relais des benzodiazépines le plus souvent
c'est le phénobarbital qui est utilisé dans le contexte africain. Pour l'épilepsie généralisée, on peut utiliser le phénobarbital, l'acide valproïque. Il faut rappeler que l'acide valproïque est à éviter chez la jeune fille. Pour les épilepsies focales, on peut utiliser la carbamazépine qui doit être évitée en cas de myoclonie. On peut utiliser aussi le phénobarbital et l'acide valproïque. Quels sont les principes du traitement? La mise en route passe par une monothérapie en première intention. Ensuite, on fera des ajustements progressifs par palier de 2 semaines et pour rechercher la dose minimale efficace. Ensuite, les majorations de la posologie ou passage à la bithérapie ou à la trithérapie en cas de persistance des crises d'épilepsie après quelques semaines ou des mois. L'arrêt du traitement, l'arrêt est le plus souvent progressif, seule une molécule à la fois, après 5 ans sans crise d'épilepsie avec un EEG normal. On peut avoir une résistance au traitement médical qu'on appelle une pharmacorésistance, et cette pharmacorésistance est définie par la persistance des crises d'épilepsie invalidantes depuis plus de 2 ans sous 3 antiépileptiques majeurs bien suivis. Dans cette situation, la chirurgie s'impose à travers une lobectomie temporale antérieure. Il s'agit le plus souvent de la chirurgie de sclérose temporomésiale, ou alors on peut être amené à faire une calasotomie, c'est-à-dire une section du corps calleux. Les échecs de la chirurgie font appel à la stimulation du nerf vague. Le traitement nécessite une surveillance. La surveillance est clinique et il serait souhaitable de mettre en place des carnets de suivi. Dans ce carnet, on va marquer le nombre, le type et la fréquence des crises, les facteurs déclenchants. On va suivre le poids et inventorier les signes cliniques à chaque examen de contrôle du malade. Et la surveillance est aussi paraclinique, à savoir la biologie qui va porter sur la numération, les transaminases, et on peut réaliser un électroencéphalogramme tous les 6 mois à 12 mois. Le traitement est aussi préventif. De la prévention primaire par la prévention des facteurs de risque vasculaire, notamment l'hypertension artérielle, la dyslipidémie et le diabète cyclique. La prévention des accidents de la voie publique par le port des casques, surtout actuellement dans le contexte des pays africains avec l'avènement des motocyclistes et l'alcool au volant. La prévention des affections périnatales à travers les consultations prénatales pendant les grossesses et les vaccinations des enfants. Le dépistage et la prise en charge de l'infection à VIH, l'utilisation des insecticides, des moustiquaires imprégnés, la cuisson des repas, les conseils génétiques. Que dire en conclusion? L'épilepsie de l'adulte reste une maladie fréquente. Ses manifestations sont le plus souvent focales et polymorphes. Les étiologies sont généralement secondaires et sont dominées par les causes infectieuses en milieu tropical. L'intérêt de réaliser une imagerie cérébrale. Le traitement efficace permet l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec l'épilepsie. Monsieur le modérateur, merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, professeur
Diallo pour cette brillante présentation. Il s'agit là d'un grand thème que vous avez brossé tous les chapitres. Donc, après une série de webinaires sur l'épilepsie de l'enfant, aujourd'hui, nous avons vu l'épilepsie chez l'adulte. Alors, après la définition, le professeur a parlé un peu de rappel physiologique et physiopathologique. Et comme type de description sur le plan clinique, on a vu les crises généralisées tonico-cloniques. Ensuite, au niveau des diagnostics, le professeur a parlé des diagnostics positifs, différentiels et étiologiques. Et surtout en milieu tropical, il a insisté sur la neurocysticercose, qui est l'étiologie la plus fréquente en milieu tropical. Il y a aussi le neuropaludisme. Il a parlé aussi des autres causes, comme les causes lésionnelles, comme les accidents vasculaires cérébraux qui sont aussi très fréquentes, et les causes non lésionnelles comme métaboliques, auto-immunes, génétiques ou encore dégénératives. Ensuite, nous avons parlé du traitement. Donc, professeur, nous vous remercions pour cette présentation. Il y a quelques questions. Je vais tout de suite commencer par le docteur Razafima Hefa, qui déjà vous remercie pour votre présentation. Et la question s'articule comme suit. Chez l'adulte, peut-on encore parler des crises généralisées à type d'absence typique ou atypique? D'accord. Je réponds directement. Oui, vous répondez directement, Ok. s'il vous plaît. Effectivement, chez l'adulte, on parle rarement d'épilepsie généralisée à type d'absence typique, d'absence atypique, d'absence typique plutôt, parce que c'est une forme d'épilepsie surtout fréquente chez l'enfant. Mais il n'est pas exclu que puisque ce sont des syndromes épileptiques, ces absences, c'est des syndromes épileptiques qui peuvent persister pendant l'adolescence et donc mieux vaut les garder en tête pour ne pas passer à côté de ces variétés d'épilepsie. Exactement. Et surtout, je voulais aussi aborder dans le même ordre d'idée pour demander si vous pouvez faire un petit peu de différence entre surtout les crises à type d'arrêt comportemental et les absences. Souvent, je crois que, en tout cas avec mes confrères, je crois qu'il y a un peu d'erreur. C'est un petit peu difficile de pouvoir les différencier. Absolument. Donc, la prochaine question, c'est la question vient de Bousseta qui dit comment différencier un accident ischémique transitoire d'une paralysie des taudes. Alors, un accident ischémique transitoire, on a dit en faveur d'un accident ischémique transitoire, d'abord, c'est la présence des facteurs de risque vasculaire. Ensuite, l'accident ischémique transitoire disparaît en moins d'une heure de temps, alors que la paralysie de taux peut persister 72 heures après. Donc déjà, il y a en termes de temps, et la différence, elle est énorme. Et la présence des facteurs de risque vasculaire et la systématisation vasculaire du symptôme que le malade va présenter. D'accord. Monsieur Abdelmounim Mahamad qui pose la question suivante. Nous voulons savoir si les épilepsies post-paludisme peuvent être réversibles ou non. Les épilepsies post-paludisme, est-ce qu'ils peuvent être réversibles ou non? Euh, Oui. J'avoue que tout dépendra du stade dans lequel vous allez prendre le malade. Si pendant son neuropaludisme, il développe d'autres séquelles, cela veut dire que ces séquelles vont perdurer et il fera une épilepsie symptomatique qui va nécessiter un traitement à vie. Maintenant, si vous avez diagnostiqué votre neuropaludisme à temps et que la prise en charge est adéquate et précoce, l'ensemble des symptômes en rapport avec le neuropaludisme vont disparaître. Et si ces symptômes disparaissent et que sur le plan imagérique, il n'y a pas de lésions associées, euh, euh, la probabilité qu'il persiste cette épilepsie devient assez faible.
D'accord. Il y a docteur Julien Razafin qui revient en précisant que l'anérosuccinose est due probablement à la consommation d'œufs de ténia, sodium, dans les selles, mais pas par la consommation des viandes, en fait, des viandes ladrées qui donnera plutôt le téniasis. C'était comme un apport. Il y a Kio Vilay qui pose la question suivante. Quelles sont les indications pour la stimulation des nerfs vagues? C'est vraiment des épilepsies, on a vu, c'est des épilepsies réfractaires à tout traitement et qui ont échoué, on a dit, au traitement chirurgical proposé. Ah, le son. Ça, je voudrais revenir un petit peu sur votre expérience personnelle, surtout sur les étiologies. C'est toujours la neurocysticercose qui est un peu retrouvée ici au Mali, comme notre maître. Au Mali, j'avoue que parfois, puisque ce n'est pas ancré dans la tête, dans le réflexe des praticiens de rechercher la neurocysticercose, à travers les études rapportées par notre maître, le professeur Meiga, en 2008, où il a découvert des cas d'épilepsie authentique chez des sujets musulmans. Donc, on suppose qu'ils ne consomment pas la viande de porc. Donc, qui constitue, qui aujourd'hui, on constate plus, c'est par le biais du péril fécal. Parce que le porc, il trouve le parasite où? À travers les défécations et autres. Donc, plutôt une hygiène du péril fécal. Donc, dans notre expérience, après, on a colligé à peu près une dizaine de cas d'épilepsie du sujet adulte en rapport avec des lésions spécifiques de neurocysticercose. Quant au neuropaludisme, le neuropaludisme, c'est vraiment, comme on le dit, l'apanage des sujets un peu neufs. Et le profil épidémiologique du paludisme au Mali, étant donné que même à l'intérieur du sud, il y a des microfaciès épidémiologiques, il y a des zones qui sont plus endémiques que d'autres. Donc, il faudra bien suivre la migration des gens et il n'est pas exclu que des personnes d'un certain âge fassent des crises d'épilepsie en rapport avec un neuropaludisme. Merci beaucoup. Et quelle est votre expérience, surtout sur la recherche écologique, surtout sur le plan imagérique? Bon, certains, avec le protocole, les neuroradiologues parviennent souvent à retrouver les étiologies. Mais dans la plupart des cas, par exemple, chez nous au Tchad, dans notre cas, à chaque fois quand on demande l'imagerie, surtout l'IRM, avec le protocole, il revient toujours normal chez les épilepsies, souvent focales, chez les adultes, et c'est un petit peu difficile. Merci beaucoup, cher ami. Je pense que c'est vraiment une question, un casse-tête. Un casse-tête, il y a deux pathologies aujourd'hui, pas que deux pathologies, trois pathologies pour lesquelles nous avons énormément de problèmes dans leur diagnostic. L'épilepsie, l'imagerie de l'épilepsie, l'imagerie des accidents vasculaires cérébraux et l'imagerie des tumeurs. Parce que parfois, dans le renseignement clinique, encore que tu demandes protocole épilepsie. Sur un protocole épilepsie, si tu leur dis protocole épilepsie, ils vont te mettre, si c'est un scan, ils vont te mettre, si tu ne mets pas un scan injection, certains radiologues ne te mettra jamais le scanner simple, sans injection, le scanner avec injection, le scanner avec injection des coupes millimétriques en coupe coronale centrée sur l'hippocampe. Même si c'est un scanner, je pense que ça peut être contributif, mais ce n'est pas le cas. L'IRM, c'est pareil. L'IRM avec un protocole épilepsie, c'est que nous demandons le plus souvent. Et d'ailleurs, l'IRM est d'utilisation assez récente, 3 à 4 ans dans le pays. Donc, nous nous efforçons de plus en plus à ramener les radiologues, à les appeler au besoin pour leur dire que nous voudrons que vous nous fassiez la recherche étiologique d'une épilepsie symptomatique.
Donc, en ce moment, ils nous reviennent vraiment avec des coupes centrées sur l'hippocampe, avec des coupes axiales, des coupes coraux, et des coupes sans injection de GADO et des coupes après injection de GADO. Ça, c'est vraiment à la demande. Sinon, quand c'est bilan d'une épilepsie symptomatique, c'est l'IRM classique qui est ramené, dans laquelle on ne se retrouve le plus souvent pas. D'accord. Merci beaucoup pour l'expérience que vous venez de partager. Et sur le plan thérapeutique, surtout chez les épilepsies liées d'origine lésionnelle due à l'accident vasculaire cérébral, quel est votre objectif thérapeutique? Est-ce que vous laissez le patient continuellement sous traitement ou si la crise s'il ne fait pas de crise avec une période, disons, de plus de 5 ans, vous arrêtez le traitement antiépileptique? En fait, deux cas de figure s'offrent. Si c'est des lésions massives, d'emblée, on les déconseille de ne pas arrêter le traitement. Mais si c'est des lésions minimes, le plus souvent, on demande leur assentiment. Qu'est-ce qu'ils pensent? Parce que puisque même dans une crise simple, quand on arrête le traitement, si le malade ne veut pas, il a peur d'arrêter parce qu'il pense qu'il peut faire une crise. S'ils ne veulent pas arrêter, ils veulent prendre des doses minimales pour être à l'abri d'une crise, on continue. Sinon, vraiment pour les lésions minimes, au bout de 5 ans, on lève le pied et puis on met l'accent sur l'hygiène de vie. Vraiment, merci beaucoup, professeur. Il s'agit d'un très grand thème et vraiment merci, vous avez touché tous les différents sous-chapitres. Nous vous remercions énormément et nous remercions aussi l'IAE pour cette chance, en tout cas, qu'elle nous donne pour un peu revenir aux différents thèmes afin d'apprendre davantage. Donc, pour terminer, je lis juste le message de la Ligue internationale contre l'épilepsie, voilà, qui dit que la base de données du projet Global Health in Epilepsy fournit un registre des projets d'épilepsie existants dans toute l'Afrique, la Méditerranée orientale, ainsi que dans d'autres régions. Il identifie des informations telles que l'emplacement du projet, les partenaires institutionnels, la portée du projet, les sources de financement et les besoins en bénévolat. La base de données est rapide et facile à remplir. En soumettant des informations sur votre projet, vous contribuez à la bonne compréhension des efforts déployés dans le monde entier pour réduire l'écart de traitement de l'épilepsie. La base de données vous donnera l'occasion d'apprendre des autres et d'explorer les opportunités de la collaboration qui pourraient renforcer votre propre travail ainsi que celui du secteur. De plus, la base de données permettra aux personnes des différents domaines tels que le gouvernement, les universités, les organisations à but non lucratif ou la philanthropie de se renseigner sur les efforts existants tout en offrant un moyen de s'engager. Sur la diapositive que voici, veuillez scanner le code QR pour recevoir votre certificat. De plus, il y a maintenant un lien dans la boîte de discussion vers le certificat. Nous vous remercions pour votre participation et à nous revoir la prochaine fois. Merci. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Allez, merci. Au revoir.